Bonjour à tous, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Avant de parler de la réforme du collège, on va revenir sur la rencontre hier soir entre les frondeurs du Parti Socialiste et François Hollande à l'Élysée. C'était autour d'un apéro. Est-ce que d'une certaine façon, il ne leur donne pas un brevet de respectabilité ? Je crois que c'est important de se rassembler. Vraiment, quand on voit les échéances qui nous attendent, c'est beaucoup plus important, en effet, de savoir se retrouver autour de ce qui nous est commun, plutôt que de passer trop de temps sur nos divisions. Bien sûr, chacun doit prendre ses responsabilités. Cet esprit de rassemblement, on l'attend aussi du côté des frondeurs. Hein. Ça n'est pas la victoire des uns contre les autres. Est-ce que vous comprenez l'agacement des députés socialistes qui votent toutes les lois et qui ne sont pas reçus à l'Élysée ? Mais le président de la République a pris pour habitude de recevoir régulièrement des députés à l'Assemblée. Ceux dont vous parlez, à l'Élysée, pardonnez-moi. Donc ceux dont vous parlez, ceux qui votent les textes sans difficulté, sont aussi reçus à l'Élysée. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus faire trop de mousse autour de cet événement. Le président souhaitait voir des députés, des parlementaires, pour pouvoir tout simplement maintenir un lien qui est important aussi dans une période où nous sommes en pleine élection. Donc il faut maintenir ce lien avec le terrain. Pour ce qui est de cet esprit de rassemblement, moi je le partage. Je souhaite que la gauche soit unie parce qu'elle n'est forte que quand elle est unie. Donc il faut savoir aussi passer à autre chose. Alors, la réforme du collège, on serait tenté de dire encore une. Ça fait beaucoup de réformes et pas beaucoup de résultats. Qu'est-ce qui vous permet de dire que celle-ci va faire avancer les choses ? C'est vrai qu'on pourrait dire encore une, parce que depuis 25 ans, on a beaucoup essayé de réformer le collège. Ce qui permet à celle-ci, à mon avis, de marcher, c'est d'abord qu'elle est extrêmement pragmatique. C'est pas du tout une réforme idéologique cherchant à faire gagner les uns contre les autres. Non, on est allé voir sur le terrain, dans les établissements, dans les collèges, là où on a expérimenté des choses nouvelles, ce qui a le mieux marché. Et ce qui a le mieux marché, on le transpose, on le généralise. Donc chacune des mesures de cette réforme, que ce soit le fait de créer des heures de cours où les élèves travaillent autour de projets concrets avec plusieurs profs en même temps, avec des réalisations à rendre à la fin, des exposés oraux à faire, que ce soit l'accompagnement personnalisé qu'on offre aux élèves pour mieux les accompagner et leur apprendre des méthodes de travail. Ça déjà. Ce sont des choses qui ont été expérimentées. Ne dites pas que ça existait comme si c'était la règle au collège. Non, ça n'était pas le cas. C'est une nouveauté. En revanche, ça a été expérimenté par des professeurs très inventifs, très innovants, très motivés. Et ça a donné des résultats formidables. Et on se demande pourquoi est-ce que tous les établissements ne l'appliquaient pas jusqu'à présent. Donc c'est ça, c'est très pragmatique, ça s'appuie sur ce qui a marché. La deuxième chose qui fait que cette réforme va fonctionner, c'est que pour la première fois, on a tous les leviers entre les mains. C'est-à-dire qu'on change à la fois la façon d'enseigner, c'est ce que je viens de dire, accompagnement personnalisé, mettre les élèves en petits groupes, les faire travailler sur du concret, mais aussi les programmes, c'est-à-dire ce qu'on leur apprend. On est en train de réviser tous les programmes pour faire en sorte qu'ils tournent plus autour des fondamentaux. Parce que ce que disait le sujet précédent est très juste à propos de l'orthographe. C'est terrible de voir des élèves sortir du collège sans maîtriser l'orthographe. Et c'est vrai qu'on est dans une société du zapping permanent, de l'utilisation des nouvelles technologies qui vous amène à ne plus bien maîtriser l'écriture. Mais vous maintenez le Donc collège nous, on remet unique. les fondamentaux. Vous maintenez le collège unique. Et le collège unique. Est-ce que le même enseignement pour tous les élèves, c'est réaliste? Beaucoup d'experts en doute. Alors, le collège unique, d'abord, c'est une ambition. Et c'est un projet de société. Il existe. Ça fait 40 ans. Ça s'est pas amélioré. Ça fait 40 ans qu'il existe, oui, mais on voit bien que dans les faits, il n'est pas si unique que ça, ce collège, parce qu'il y a énormément d'inégalités sociales au sein du collège. Vous le savez bien, ça n'est pas la même chose d'être dans le collège d'un centre-ville parisien ou de telle banlieue. Il y a énormément d'inégalités qu'il faut corriger, et c'est ce que nous faisons avec cette réforme. Par exemple, lorsque nous comptons nous attaquer à la carte scolaire, c'est bien pour faire en sorte qu'il y ait une mixité sociale dans les établissements qui n'existe aujourd'hui pas, et que chaque élève de France, chaque collégien ait ses chances de réussir. Pourquoi est-ce qu'on tient à avoir un collège unique? Parce que certains disent, après tout, peut-être qu'une partie des élèves de 11 à 15 ans pourraient faire autre chose que le collège, puisqu'ils ne sont pas suffisamment doués pour aller au collège. Mais c'est terrible de dire ça. Moi, je tiens à un collège unique parce que j'ai pour ambition, pour chacun des jeunes de 11 à 15 ans de ce pays, qu'ils puissent acquérir les connaissances fondamentales qui leur seront utiles ensuite dans la vie. On sait bien dans quel monde on vit, dans quelle société on vit, on sait bien quels sont les risques que prend un jeune qui n'a pas de diplôme. En termes de travail, en termes de mobilité sociale, personnelle, professionnelle.
eh bien nous devons donner toutes les chances à nos jeunes de réussir. C'est pour ça que le collège, qui est un passage qui doit être obligé et un tremplin pour la suite, ce collège, il doit permettre de faire réussir chaque élève et pas simplement ceux qui sont en conditions sociales de réussir ou qui ont des talents spontanément. Non, je pense qu'entre 11 et 15 ans, on est capable de progresser. C'est à nous d'adapter nos enseignements pour les faire progresser et c'est l'objet de la réforme. Les départementales, ça s'annonce plutôt mal pour le Parti socialiste. Emmanuel Valls et François Hollande disent qu'ils ne changeront rien, quel que soit le résultat. Est-ce qu'une élection, c'est pas là pour tirer la sonnette d'alarme quand même? Écoutez, quand vous regardez autour de nous, dans d'autres pays, Angela Merkel, Barack Obama, David Cameron, vous voyez bien que chacun d'entre eux mène des politiques depuis plusieurs années, 4, 10 ans même, et qu'on a besoin de temps et de constance pour voir arriver les effets des politiques. Quoi qu'on pense des politiques qui sont conduites. Donc on ne peut pas demander à François Hollande, qui conduit sa propre politique depuis 2 ans, d'en changer aujourd'hui. La réalité, en plus, c'est que la politique qu'il conduit depuis 2 ans commence à produire ses effets. Vous le voyez bien, les indicateurs sont en effet au vert. Hein. Je parle bien des indicateurs économiques. Optimiste. Oui, bien sûr, quand vous voyez que la consommation repart à la hausse, que les exportations repartent aussi, quand vous voyez aussi ce qui se passe autour de nous, la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro, voilà, les choses sont aujourd'hui en train de tourner plutôt du bon côté et les décisions que nous avons prises, et je pense notamment au crédit d'impôt compétitivité emploi, au pacte de responsabilité qui redonne des marges de manœuvre aux entreprises, commence à produire des effets sur l'emploi, sur la lutte contre le chômage, qui était notre priorité. Manuel Valls et François Hollande ciblent leurs attaques sur Marine Le Pen. Est-ce qu'ils n'en font pas la vedette, finalement, de cette élection? On a l'air d'avoir l'impression que tout tourne autour de Marine Le Pen. D'abord, je n'ai pas le sentiment que Manuel Valls cible ses attaques sur Marine Le Pen, mais contre l'extrême droite. C'est différent. Je crois même que c'est le combat d'une vie politique pour le Premier ministre. Ça se sent d'ailleurs, c'est un profond républicain qui est en effet malheureux de voir ses concitoyens se tourner vers le parti du rejet, du repli sur soi, de la concurrence des identités. Et moi, je suis honnêtement plutôt rassurée de voir qu'une voix aussi forte que celle-là, celle du Premier ministre, s'élève pour se révolter contre la banalisation du Front National. Ça fait trop d'années que le Front National est en train de prospérer dans les esprits et dans les urnes et d'apparaître pour beaucoup de nos concitoyens comme un choix neutre. En surfant sur la désespérance sociale. Mais ça n'est pas un choix neutre. Et moi, je partage tout à fait l'avis du Premier ministre en la matière. Il faut réveiller les consciences et il faut dire en particulier à nos concitoyens qui s'apprêteraient peut-être à s'abstenir à l'occasion des élections départementales que ces élections ne sont pas mineures, que ces élections, elles concernent la vie quotidienne des Français, la santé, les collèges, tiens, puisqu'on vient d'en parler, la protection de l'enfance. On ne peut pas, les personnes âgées, on ne peut pas simplement rester indifférent et se dire qu'après tout, c'est pas grave si le Front National prospère dans ces conditions-là. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Dans quelques instants...